Bonjour, vous écoutez Le Monde décrypté, le podcast d'expertise géopolitique de Gérard Vespierre. Chers auditeurs du Monde décrypté, bonjour. Vous avez souhaité, Gérard, analyser et commenter la situation entre la Russie, l'Ukraine et les pays de l'OTAN au lendemain de la rencontre entre les présidents Macron et Poutine. Emmanuel Macron a qualifié la situation de plus grave tension entre la Russie et les pays européens depuis la fin de la guerre froide. Est-ce également votre avis ? Arnaud, je vais probablement vous surprendre, oui et non. Oui, dans la mesure où l'accumulation de troupes russes, les derniers chiffres cités par le président de la République sont de 125 000 hommes massés à la frontière ukrainienne, constitue un danger. Il y a un risque de mouvement possible vers l'Ukraine et donc de guerre et d'affrontement. Et non, car à vrai dire, je ne crois pas beaucoup à ce scénario, au risque de guerre, au titre de l'analyse rationnelle. La Russie a infiniment plus à perdre qu'à gagner en déclenchant un conflit avec ses cousins ukrainiens. Premièrement, la population de l'Ukraine, dans sa grande majorité, n'est nullement favorable à un rapprochement par la guerre ou par la paix avec la Russie. Kiev a décidé du contraire et de s'éloigner du modèle économique et politique de Moscou depuis Maïdan et 2014. Deuxièmement, les conséquences pour Moscou en termes de sanctions de la part des pays occidentaux, Europe et États-Unis, serait catastrophique pour son économie, à travers la baisse des ventes de gaz et de pétrole qui s'en suivrait. Donc la chute des revenus de l'État russe et du niveau de vie de la population. Elle subit déjà, cette population russe, depuis de longues années, sans croissance, la baisse du rouble et maintenant l'inflation. Alors, même si l'amélioration en tant que telle du niveau de vie ne constitue pas l'objectif prioritaire du pouvoir en Russie, il ne peut l'ignorer, surtout sur longue période. Les conséquences politiques seraient très négatives pour le pouvoir. Troisièmement, le déclenchement d'un conflit, d'une guerre, s'est toujours fait depuis que le monde est monde dans un objectif de gain précis. Dans le cas présent, la Russie a déjà atteint ses objectifs d'influence ou de contrôle des populations russophones dans le Donbass et la Crimée. Il n'y a pas de population russophone majoritaire, je dis bien majoritaire, au-delà de ces deux territoires. S'opposer frontalement à plusieurs dizaines de millions d'Ukrainiens refusant l'intervention russe serait géopolitiquement une pure folie. Et de plus, la population russe n'y est nullement favorable. Pour les Russes, les Ukrainiens sont des frères ou des cousins. Qui veut faire la guerre à son frère ou à son cousin quand il n'y a pas de motif, pas de raison, mais vraiment aucune raison de faire la guerre? Personne n'y est favorable. Le Kremlin sait donc cela et Vladimir Poutine sait que son peuple, dans sa grande majorité, n'est pas prêt à le suivre. Ce peuple a certes applaudi à l'annexion de la Crimée, donc, comme je l'ai dit, l'objectif a déjà été atteint. Il n'y a pas d'autre objectif maintenant. Mais alors, si, comme vous le dites, l'objectif est déjà atteint, que veut Moscou ? Il y a, à mon avis, ce que dit Moscou, ce qu'exprime Vladimir Poutine et ce que Vladimir Poutine ne dit pas. Il nous dit que l'Ukraine ne doit pas devenir membre de l'OTAN. Voilà ce qui est dit. Et puis, il y a le non-dit. Cette tension détourne le regard du monde loin de la situation intérieure russe. Et donc, dirige aussi l'attention du peuple russe vers l'extérieur et non vers son propre sort. Vous voyez ? Donc, penchons-nous d'abord sur le dossier OTAN. Au risque de vous surprendre,
ce n'est pas pour Moscou un dossier très solide, pour 3 raisons. Premièrement, la décision de rejoindre l'OTAN dépend de Kiev. Et le Kremlin ne veut pas parler avec Kiev. Donc là, on est dans une situation dialectique un petit peu étonnante, pour ne pas dire pas vraiment très sérieuse. On ne veut pas aller directement au fond des choses. Deuxièmement, la Russie occupe une partie du territoire ukrainien, qu'on le veuille ou non. Ce sont des faits. Il y a les soldats russes, sans uniforme certes, mais des soldats russes dans le Donbass, plus l'annexion de la Crimée. Il est donc logique que l'Ukraine cherche des alliances pour sortir de cette situation. Troisièmement, l'OTAN n'a jamais accueilli un pays qui était en guerre ou en état de tension avec un de ses voisins. Jamais. Donc, la Russie n'a pas vraiment de soucis à se faire à ce sujet. Vous venez d'expliquer la situation de l'adhésion à l'OTAN, ce qui fait partie des arguments russes exprimés. Mais vous avez évoqué le non-dit. Qu'est-ce qui est, selon vous, non dit, non exprimé, donc, pour ainsi dire, caché dans cette situation? La situation créée artificiellement aux frontières de l'Ukraine, avec les troupes massées, est en grande partie destinée à cacher la réalité russe. Donc, on fait un mouvement militaire pour cacher une réalité sociale. Le rideau des troupes est politiquement destiné à cacher le vrai décor russe, sanitaire, économique et social. Sanitaire, la situation autour du Covid est on ne peut plus sérieuse depuis de très très longs mois. Malgré que la Russie ait été le premier pays à proposer un vaccin, le fameux Sputnik 5 ou Sputnik V. Or, la Russie a dépassé le seuil des 700 000 morts, selon les statistiques de l'agence officielle Rosstat. Donc, vraiment, là, on est dans une situation incroyable. Le regroupement de l'armée russe en novembre correspond au pic du nombre de morts. À ce moment-là, il y avait plus de 1200 morts par jour pour 35 000 nouveaux cas journaliers. Donc, curieusement, très curieusement, ce mouvement-là s'est fait militaire au moment où la situation sanitaire était la plus difficile pour la Russie. Actuellement, la Russie connaît encore plus de 600 morts par jour. 49% seulement de la population est vaccinée contre 77% en France. Dans tout autre État, voyez-vous, la priorité aurait été mise sur la situation intérieure. En Russie, on agit différemment. On détourne l'attention, on camoufle. Sous Catherine II, déjà, le célèbre ministre Potemkin, une légende ou réalité, n'est-ce pas, a créé des décors de théâtre dans la campagne au moment de la visite de la grande Catherine. Cela en 1787 déjà, voyez-vous, et c'était en Crimée, qui se faisait appeler à l'époque déjà la Nouvelle-Russie, voyez-vous. Vous nous avez indiqué que la situation économique russe était difficile. Comment pouvez-vous la décrire? Eh bien, par 3 grands indicateurs, le taux de croissance, l'inflation et le taux de la Banque centrale. Le taux de croissance sur longue période de la Russie, sur ces 8 dernières années, est de, tenez-vous bien, 0,5%. Bien sûr, en y incluant la baisse récente de l'année 2020, mais aucun autre pays industrialisé n'a connu un taux aussi bas sur une aussi longue période. Bon. Donc, cela, bien sûr, est lié à la baisse des prix du pétrole en 2014. Deuxièmement, l'inflation
qui a vraiment gangréné le revenu des citoyens. L'inflation en Russie a eu deux périodes. La première, dont on vient de parler, avec la baisse du prix du pétrole, donc la baisse du rouble, et donc l'augmentation des produits importés. Et depuis à peu près 18 mois, eh bien, avec cette remontée des taux du pétrole, eh bien, on aurait dû avoir une amélioration et une baisse de l'inflation en Russie. Pas du tout, parce que la situation sanitaire a remplacé le désordre économique créé par la baisse du pétrole. Donc, il y a maintenant en Russie une inflation de 10% en 2021 liée à une désorganisation économique intérieure, augmentation des prix des produits alimentaires de base, de l'huile, des produits alimentaires, donc voyez-vous, des produits agricoles de base. Donc situation très sérieuse et proprement russe. Troisièmement, le taux de la Banque centrale. Nous sommes habitués depuis de nombreuses années en Europe, en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, d'avoir des taux de banque centrale proches de 0%. Eh bien, le taux de la Banque centrale russe est de 8,5%, et sa dernière augmentation, eh bien, elle est au mois de décembre, n'est-ce pas, au moment où effectivement il y avait aussi cette constitution, ce regroupement de forces militaires à la frontière de l'Ukraine. Et ce taux particulièrement élevé, eh bien, gèle les investissements, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, car pour rembourser des taux d'intérêt aussi élevés, n'est-ce pas, il faut avoir de très très grandes marges de manœuvre, ce qui n'est pas le cas. De très grandes marges de l'amélioration des revenus, ce qui n'est pas le cas. Donc, voilà, d'un taux de croissance très faible, une inflation importante et un taux élevé de la Banque centrale, eh bien, crée une situation économique très difficile pour les ménages russes, avec une baisse du revenu réel disponible. Il n'y a pas eu de réforme économique en Russie, malgré les 15 glorieuses 2000-2015 et les piliers de l'économie qui sont les exportations de pétrole et de gaz sont appelés à se rétrécir avec la décarbonisation de l'économie mondiale. Donc, également, triste perspective. Vous aviez mentionné dans votre descriptif le sanitaire, l'économique et le social. Vous venez de décrire les deux premiers. Que pouvez-vous nous dire de l'équilibre social en Russie actuellement ? Il ne s'agit pas, Arnaud, de commenter la situation politique intérieure, mais de se pencher sur l'équilibre social, sur en Russie ce que l'on appelait volontiers le pacte social. Il est non écrit, mais il existe depuis pratiquement 20 ans, à savoir un accord informel entre une augmentation, donc la demande d'augmentation du niveau de vie faite par la population, le mouvement de la restauration de l'honneur et de la grandeur de la Russie entreprise par le pouvoir, et en contrepartie, une acceptation par la population de la limitation de ses libertés publiques. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Ce pacte est vraiment mis à mal. Le niveau de vie, on vient d'en parler, est en baisse depuis de nombreuses années. L'honneur de la Russie a été rétabli avec l'annexion de la Crimée. On essaye donc, avec la gesticulation militaire actuelle, de le raviver et avec une campagne anti-OTAN. Mais pour la population russe, où peut-elle voir une menace réelle? Nulle part. Les libertés privées et publiques, troisième pilier, eh bien, sont très sévèrement réprimées. Si on voit ce qui se passe dans le cas de ce malheureux Navalny, si on voit donc la suppression d'existence d'un certain nombre d'associations qualifiées
comme faisant partie d'intérêts étrangers. Donc, le pacte social et son équilibre sont gravement compromis. La tentation est donc certainement très grande d'attirer pour le pouvoir l'attention de sa population vers les frontières sans matérialité réelle de danger. Votre analyse conforte donc un sentiment de détournement de l'attention du public russe et de ses propres soucis, de la remise en cause du pacte social par cette gesticulation militaire aux portes de l'Ukraine. Y aurait-il un autre paramètre que vous souhaiteriez mentionner ? Oui, Arnaud, et je souhaiterais immédiatement ajouter avec précaution, mais il est nécessaire de l'évoquer au nom d'une analyse globale et également liée à des observations. Il s'agit de Vladimir Poutine lui-même. Je suis un observateur des choses du Kremlin et il y a déjà 2 ans et demi environ, j'ai présenté un article dans le journal La Tribune sur la situation. Que se prépare-t-il au Kremlin en novembre 2019 ? Emmanuel Macron, juste après sa réunion avec Vladimir Poutine, a livré ses impressions à une chaîne de télévision française, à BFM TV, et il a commenté cette réunion en disant que Poutine n'était pas comme d'habitude, plus répétitif, plus abrupt. Des observateurs l'ont vu avec un visage plus rempli, disons. En d'autres termes, de nombreuses analyses mentionnent une inquiétude sur l'état de santé de Vladimir Poutine, en mentionnant avec précaution, à nouveau, beaucoup de précaution, les possibles marques d'une maladie, et pour être plus précis, d'une maladie de Parkinson, le visage enflé étant lié à bien sûr des posologies, à des prises de médicaments. Si, je dis bien si, une telle situation était exacte, voyez-vous, à nouveau des précautions, ou se révélait un jour exact, cela ajouterait une autre dimension à la situation de tension que nous connaissons. Elle pourrait en effet être interprétée comme une volonté d'essayer d'accélérer la résolution de la situation ukrainienne, qui n'est rien de moins pour la Russie que la perte de son influence sur ce pays. Avant que celui qui a dirigé la Russie depuis 22 ans ait dirigé la Russie pendant ce traumatisme de perte d'influence sur l'Ukraine ne soit amené à s'éloigner du pouvoir. Il faut allier la prudence et le réalisme dans cette situation de tension forte russo-ukrainienne qui survient alors que l'on ne s'y attendait pas du tout. L'analyse que je propose est hors des sentiers battus, mais c'est quelquefois hors des sentiers battus que se trouve le vrai chemin. Merci Gérard pour cette conclusion originale à une analyse qui l'est tout autant. Mais il faut savoir oser. La tension internationale n'est pas encore retombée sur ce complexe et dangereux dossier russo-ukrainien. Nous aurons donc très probablement à en reparler. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interventions de Gérard Vespierre sur les théâtres géopolitiques du monde sur son site www.le-monde-décrypté.com ou sur la chaîne YouTube lemondedécrypté.tv. Les abonnements y sont gratuits. À bientôt pour de nouveaux décryptages et d'ici là, prenez bien soin de vous.